Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les personnels de la collectivité. Le temps permet d'être attentif, de réfléchir aux choses essentielles de la vie, et le temps à perdre dans ces cas-là nous enrichit de manière considérable. C'est une forme d'indépendance de l'usage du monde qui change le rapport aux autres. Ces mots sont ceux de Jean-Paul Dubois, prix Goncourt toulousain, et la question de la 5G nous ramène pas à autre chose et nous interroge sur la société qui nous a amenés à la crise sanitaire actuelle. Quel est notre rapport au temps et aux autres dans notre société et dans nos communes? Le progrès, est-ce d'aller toujours plus vite dans le mur du désastre climatique en passant la 5e, ou est-ce savoir rester en 4e afin d'entamer la décélération nécessaire pour limiter l'impact de la catastrophe? Citons à ce sujet les entretiens donnés par M. Bordage, spécialiste du numérique, ou encore M. Lemohan, fondateur de Sigfox, spécialisé dans les objets connectés. Que nous disent-ils? La 5G, c'est l'arrivée sur le marché de milliards d'objets connectés dont les étapes de fabrication contribuent à l'épuisement des ressources non renouvelables, et condamnant en plus les objets de la 4G à l'obsolescence programmée. Dans ces conditions, son déploiement est incompatible avec l'accord de Paris et la stratégie bas carbone de la France. Il y a ici une contradiction majeure à accueillir la 5G à bras ouverts et à se prétendre dans le même temps attaché au bien-être de notre planète. On ne peut répondre aux défis climatiques en ramassant les mégots le week-end dans nos rues et en permettant la semaine qu'un cendrier géant se déverse pour des années sur la Terre. La 5G va juste nous amener plus rapidement en Uber aux portes de l'enfer. Une ineptie écologique donc, mais aussi un risque pour nos intérêts industriels. La Commission européenne s'inquiète en effet que la 5G multiplie les services et les applications sans fil, autant de points de faiblesse potentiels en matière sécuritaire. À l'heure où le secteur aéronautique est gravement touché, où nous savons que les avancées en la matière ainsi que sur l'aérospatiale sont des enjeux géopolitiques majeurs, comment ne pas inviter à la prudence? Pourtant, contrairement aux villes comme Lille, Poitiers ou Bordeaux, les habitants de la métropole n'ont pas été consultés et ne le seront pas. On apprend que depuis un an, maintenant, 18 antennes ont été installées à Toulouse et 4 dans sa périphérie, à Ramonville, Portet-sur-Garonne, Cugnaux, Villeneuve-Tolosane. Cela alors que les études sanitaires pour connaître les impacts sur la santé restent inachevées. La Convention citoyenne pour le climat juge d'ailleurs le déploiement de la 5G sans réelle utilité et demande un moratoire sur sa mise en place. Je vous le demande, quel risque avons-nous à la discussion et à la prévention? Pourquoi ne pas inviter des scientifiques, des entrepreneurs, des syndicalistes, des habitants pour échanger afin de collectivement valider ou non son déploiement en toute conscience? En cela, un moratoire nous paraît aujourd'hui aussi essentiel que sage. Et si toutefois ces réserves sanitaires, industrielles et écologiques ne vous convainquent pas, pensez au temps. Oui, au temps. À quel rythme veut-on que nos communes respirent? Combien de battements par minute? La 5G, d'accord, mais pour qui? 11 millions de personnes en France sont touchées par la fracture numérique. Est-ce qu'une commune intelligente est celle qui dispose de la 5G ou celle qui garantit un accès à un Internet de qualité à tous ses habitants? Voulons-nous des villes où tout va toujours plus vite, où les liens humains se défont, ou au contraire construire des villes où il est possible de refaire communauté? Si tel est notre chemin, alors il faut repenser le temps. Plaider pour des villes au calme plutôt que des villes sous perfusion de CAM. Vous savez, la CAM, c'est ce concept forgé par l'économiste Olivier Bouba-Olga et le sociologue toulousain Michel Grossetti autour du mantra « compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence ». Un cocktail qui n'apporte que la concurrence entre les communes et la concurrence entre les habitants. Face à cela, nous proposons des communes calmes. Des villes au sein desquelles tout ne se vend pas et tout ne s'achète pas, où la décélération permet de construire une meilleure relation à soi, aux autres et à l'environnement, où l'on prend soin de chacun, où il n'y a peut-être pas la 5G dans les transports en commun, mais où ceux-ci sont accessibles à tous, où l'on prend le temps d'un apéro avec ses amis, d'aller au cinéma avec sa famille, de préparer à manger ensemble et de partager un repas avec ses proches, d'accompagner le petit dernier au match de foot ou de rugby, où l'on sait même le prénom du voisin parce qu'on a pris et surtout on a eu le temps de le rencontrer tout simplement. Faire communauté, c'est ça, c'est aussi reconquérir du temps. La 5G nous en ferait gagner, paraît-il. Oui, mais pas avec les autres, simplement avec leurs objets.
Elle participe d'une société qui est en train de rouler à 200 km/h sur une départementale et dont l'asphalte fond sous la chaleur du réchauffement climatique. Cette société nous éloigne de la constitution d'un nous qui habite la maison commune, un nous qui n'intéresse pas les pouvoirs économiques qui ont besoin d'un revenu rapide, ici les opérateurs et les fabricants de smartphones. Bien souvent, les voix qui s'élèvent en faveur de la défense de l'environnement sont réduites au silence ou ridiculisées. Ce sont des Amish notamment, tandis qu'est déguisé en rationalité ce qui ne représente en vérité que des intérêts particuliers. Dans cette culture vide que nous laissons prospérer, obnubilée par des résultats immédiats et démunis de projets communs, nous sommes absents aux autres. Ces 4 dernières phrases, elles ne sont pas de moi, mais elles sont de quelqu'un qui porte le même prénom que moi et qui a publié un texte récemment qui s'appelle « Tous frères », qu'on pourrait aussi prolonger en « Toutes sœurs ». Il y est question de notre société, de ses impasses et surtout des autres. Et à ce sujet, M. Moudinque, que dites-vous aux autres? Que dites-vous au personnel soignant, aujourd'hui en grève, en première ligne, quand vous encouragez à la démolition d'un bâtiment de santé fonctionnel à des fins de spéculation immobilière à la grave? Que leur dites-vous en tant que président du conseil de surveillance du CHU lorsque 300 postes y ont été supprimés ces 5 dernières années? Que dites-vous à la mère de famille isolée qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois, voyant augmenter son loyer quand vous refusez d'agir sur les prix de celui-ci? Que dites-vous aux salariés de l'aéronautique qui perd son emploi? Eh bien, on n'y peut rien. Débrouillez-vous avec le fait qu'il y a parfois de bons plans sociaux et parfois il y en a moins. Que dites-vous aux personnes en situation de handicap quand vous ne permettez pas à une élue d'assurer ses fonctions correctement? Quelle envie leur donnez-vous de s'investir dans la scène politique? Que dites-vous aux habitants des Isards qui découvrent un beau matin que leurs voitures ont été envoyées à la fourrière pour faire place nette au coup de com' de 3 ministres en balade? Que dites-vous enfin aux maires des petites communes qui apprennent ce jour même-là, par la voix du Premier ministre, qu'il demande au préfet de plancher sur un redécoupage des zones de police et de gendarmerie au risque du démantèlement de celles-ci? D'ailleurs, les 111 policiers nationaux supplémentaires pour Toulouse d'ici 2021 ont-ils été obtenus en échange d'une extension de la zone de police au-delà des 4 villes concernées aujourd'hui? Les communes de la métropole doivent-elles compenser les problèmes de sécurité rencontrés à Toulouse, dont vous êtes aussi en partie responsable? C'est un peu, comme dirait un personnage politique qui vous est proche, « passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe ». Nous refusons de casser ce qui fonctionne. Car chacun sait ici que les gendarmes, dans de nombreuses petites communes, ont plus qu'un rôle de protection, mais bien un rôle de lien social, au même titre que les facteurs, les commerçants, les auxiliaires de ville, les salles de sport, les restaurateurs, les bars de quartier, les lieux culturels, les cinémas. Un lien humain que toutes les 5G du monde ne pourront remplacer. Et je vais finir en parlant de cinéma par une anecdote. Il y a en ce moment dans les salles un documentaire animé d'Aurel, un film qui s'appelle Joseph. Il retrace la vie du dessinateur Joseph Bartoli à travers sa petite histoire, une de nos grandes histoires, celle de la retirada. 1 demi-million de personnes venues trouver refuge dans notre pays pour s'abriter du franquisme. Des personnes entassées dans des camps de fortune, comme Joseph, ce genre de camps qui ne grandissent pas notre pays, comme il en existe malheureusement encore aujourd'hui, ces zones où un ministre de l'Intérieur, sans honte, vient dire qu'il va priver de nourriture ceux qui fuient. Dans ce camp, grâce à la complicité d'un jeune homme qui y travaille, Joseph se procure du papier et un crayon pour dessiner ce qu'il voit, une manière de tenir dans ces conditions horribles. Les grandes tragédies de l'histoire révèlent les grandes femmes et les grands hommes, disait Thomas Sankara. Ce jeune homme qui donna ce crayon et ce papier en était un. Lui qui sut alors que les valeurs d'hospitalité, d'accueil, de soins de l'autre étaient bafouées, sut se dresser à la hauteur de la dignité humaine. On en trouve de ces personnes aujourd'hui dans nos communes, ici dans les hôpitaux, là au bout d'une caisse de supermarché. Et nous en profitons pour les saluer et pour leur adresser notre soutien sincère et entier. Des femmes et des hommes qui savent prendre le temps de l'autre, qui savent alors que leurs supérieurs et leur gouvernement s'égarent ou se fourvoient, dépasser leurs fonctions pour regarder l'humanité à la hauteur dont elle n'aurait jamais dû tomber, qui donnent, comme ce jeune homme, un crayon et un papier pour aider et permettre à quelqu'un frappé par le malheur de s'évader un peu, malgré les ordres et le danger des représailles. Savez-vous quelle était la profession de ce jeune homme qui procura un crayon et une feuille à Joseph Bartoli, malgré les ordres, pour qu'il tienne, pour qu'il vive et que l'on se souvienne aujourd'hui? Il était gendarme.